Vouloir transformer ta vie sans d'abord transformer ton intérieur est comme essayer de nettoyer une rivière polluée depuis la surface. Tu peux déplacer l'eau, tu peux l'agiter, tu peux prétendre qu'elle coule, mais tant que le poison reste au fond, rien ne change. C'est ainsi que fonctionne ton esprit lorsqu'il est désordonné. Tu sembles bouger, mais tu restes bloqué. Beaucoup cherchent des résultats immédiats, mais ne veulent pas faire le travail invisible. Ils veulent la paix mentale, sans renoncer au chaos qui les entoure. Ils veulent le succès sans discipline. Ils veulent le respect sans s'être jamais respectés eux-mêmes. Ils vivent en sautant de motivation en motivation, espérant qu'un élément externe les sauve, sans comprendre que la seule sortie réelle est vers l'intérieur. Ce n'est pas ce que tu annonces, c'est ce que tu construis en silence. Ce n'est pas ce que tu postes, c'est ce que tu pratiques quand personne ne te regarde. Et cela ne sonne pas bien, cela sonne dur, mais c'est la vérité. Si tu ne mets pas de l'ordre dans ton monde intérieur, ne t'attends pas à ce que ta vie extérieure ait de la cohérence. Si tu n'apprends pas à garder le silence, tu te consumeras en parlant de plans que tu n'exécuteras jamais. Si tu ne prends pas le contrôle de ton temps, d'autres le feront pour toi. Si tu ne fais pas face à ta peur, elle continuera à te gouverner. Il ne s'agit pas de belles phrases, il s'agit de prendre le commandement, de discipliner l'esprit, d'agir avec fermeté même si tout tremble autour de toi. Ce scénario n'est pas une invitation à te sentir inspiré, c'est une provocation pour que tu te lèves. Parce que tu perds trop de temps à attendre des signes quand le seul signe dont tu as besoin est le malaise que tu ressens à l'intérieur. La douleur n'est pas toujours l'ennemi, parfois c'est l'appel le plus honnête à te mettre en marche. Ici, nous n'allons pas embellir les choses. Une leçon stoïcienne qui ne cherche pas à te faire sentir bien, mais à te réveiller. Que tu mettes de l'ordre là où il y a du désordre, que tu agisses sans bruit, que tu récupères le pouvoir que tu as donné au chaos, à la distraction, à l'indécision. Ce n'est pas un scénario à écouter et à oublier, c'est pour te confronter. Reste jusqu'à la fin si tu es prêt à arrêter de parler et à commencer à construire. Ici, on vient pour se transformer de l'intérieur, sans témoin, sans applaudissements et avec une seule intention, que ta vie soit ton meilleur argument. 1. Construis en silence ce que les autres ne font qu'annoncer. Construire ta vie en t'annonçant tout le temps est comme planter une graine en criant au monde qu'elle va devenir un chêne. Tu peux le dire 1000 fois, le jurer avec passion, convaincre les autres pour un moment, mais l'arbre ne pousse pas avec des mots. Il pousse avec des racines, et les racines ne font pas de bruit. Celui qui comprend cela se tait et travaille, parce qu'il sait que ce qui compte vraiment n'a pas besoin d'être proclamé. Cela se démontre. Dans un monde où tout le monde veut montrer ce qu'il fait avant de le faire, le silence est devenu révolutionnaire. La plupart des gens sont constamment à la recherche de l'approbation, des réactions, de l'impact immédiat. Mais le stoïcien se déplace différemment. Il ne dépense pas d'énergie à annoncer, il n'a pas besoin de témoins, il a seulement besoin de discipline. Parce que lorsque tu es vraiment engagé, tu ne perds pas de temps à parler de ce que tu vas faire. Tu le fais, et c'est tout. C'est suffisant. Les gens parlent de changement, mais continuent à vivre de la même manière. Ils parlent d'objectifs, mais ne supportent pas l'effort. Ils parlent de croissance, mais ne lâchent pas leurs vieilles habitudes. Sais-tu pourquoi? Parce que parler est facile, confortable, agréable. Mais agir en silence, sans validation externe, sans que personne ne t'applaudisse, exige une force intérieure. Et cela, peu de gens sont prêts à le cultiver. Le silence n'est pas passivité, c'est concentration, c'est intelligence. C'est respect pour ton propre processus. Lorsque tu construis en silence, tu te protèges des attentes des autres. Personne n'interfère. Personne ne donne son avis. Personne ne sabote. C'est juste toi, avec toi-même, faisant ce que tu dois faire, même si personne ne le comprend. Celui qui agit sans bruit devient une menace pour la médiocrité, parce que pendant que les autres se vantent de leurs intentions, tu avances sans rien dire. Et un jour, lorsque les résultats apparaîtront, il ne sera plus nécessaire d'expliquer quoi que ce soit. Ta discipline parlera pour toi. Ta constance sera remarquée.
Ta transformation sera évidente. Tu n'auras pas besoin de justifier quoi que ce soit. Celui qui a construit en silence n'a pas besoin de demander la permission de briller. Le chemin l'atteste déjà. Marc Aurèle l'avait bien compris. Ce qui compte n'est pas ce que les gens disent de toi, mais ce que tu fais avec ce que tu as. Et cela suffit. Si tu espères changer ta vie, commence par taire tes excuses. Parce que celui qui est occupé à travailler sur lui-même n'a pas le temps de convaincre qui que ce soit. L'action silencieuse est une déclaration de guerre à l'auto-illusion. C'est décider que tes paroles ne seront plus des promesses vides, mais des faits soutenus. C'est comprendre que chaque jour compte, que chaque moment peut être utilisé en faveur du processus ou en faveur de la stagnation, et que c'est toi qui choisis. Fais une pause et observe ta vie. Combien de ce que tu annonces est devenu réalité? Combien de temps as-tu perdu à justifier pourquoi tu n'as pas encore commencé? Si tu te prends au sérieux, agis. Si tu te respectes, arrête de t'expliquer. Si tu t'engages, garde le silence et travaille. Que tes résultats parlent quand tu n'auras plus besoin de reconnaissance. Construire en silence n'est pas fuir le monde, c'est te rendre hommage à toi-même. C'est créer un espace où tu peux échouer, corriger, apprendre, sans que le jugement des autres te brouille. C'est travailler avec patience, sans que l'ego ne vole l'énergie. C'est comprendre que la valeur n'est pas dans ce que tu projettes, mais dans ce que tu soutiens quand personne ne regarde. Et si tu réussis à faire cela, si tu deviens constant sans applaudissements, tu deviendras quelqu'un d'irrésistible. Alors laisse-les parler, laisse-les annoncer. Laisse-les attendre l'approbation que tu n'as plus besoin. Toi, va et construis. Fais-le en silence. Fais-le avec force. Fais-le pour toi. Parce que quand viendra le moment, ta vie parlera et elle dira tout. 2. Ta vie ne changera pas tant que ton environnement restera chaotique. Essayer de transformer ta vie tout en conservant le désordre qui t'entoure, c'est comme vouloir courir des marathons avec les pieds liés. Peu importe l'énergie que tu as, peu importe les intentions que tu déclares, l'environnement te tire vers le bas et te sabote en silence. Peu importe combien de livres tu lis, combien d'objectifs tu écris ou combien de motivations tu prétends avoir. Si tu es entouré de bruit, de distractions, de relations qui te diminuent ou d'habitudes qui t'épuisent, alors ce que tu appelles progrès n'est rien de plus qu'une illusion confortable. Le stoïcisme ne commence pas seulement dans l'esprit. Il commence dans l'organisation de l'âme, oui, mais aussi dans ce que tu permets dans ton espace. Parce que si tu vis dans le chaos, tu penses au chaos. Si ta chambre est un désastre, si ton téléphone portable est plein de déchets, si tes journées n'ont pas d'ordre, alors ton énergie se dilue. Le désordre externe reflète le désordre interne. Et le pire, c'est que tu t'y habitues. L'être humain a une capacité brutale à normaliser ce qui lui fait du mal. Et c'est dangereux, parce qu'il arrive un moment où le chaos devient une routine, et tu ne le vois plus, tu ne le remets plus en question, tu ne fais que survivre à l'intérieur de lui. Tu ne peux pas construire une nouvelle version de toi-même tant que tu es encore entouré des restes de ton ancienne version. Si tu veux vraiment changer, la première étape est de nettoyer. Espace, personne, pensée, routine. Tu dois vider ce qui ne te sert plus pour faire de la place à ce qui te sert. Personne ne monte avec du poids mort sur le dos. Le désordre n'occupe pas seulement un espace physique, il occupe aussi un espace mental. Il te distrait, t'épuise, te déconnecte. Beaucoup veulent la paix, mais vivent au milieu du bruit. Ils veulent de la concentration, mais s'exposent à tout ce qui les fragmente. Ils veulent de la clarté, mais ne sont pas capables de fermer des portes. L'environnement compte. Ce n'est pas tout, mais cela compte plus que tu ne veux l'admettre. Parce que, aussi forte que soit ta volonté, si ton environnement est pollué, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne t'entraîne. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais la cohérence. Ton espace devrait être le reflet du type de vie que tu es en train de construire, pas un rappel de ce que tu as évité d'affronter. Sénèque disait que l'âme a besoin d'espace pour respirer, et il avait raison. Mais il n'y a pas d'espace quand tout est plein de choses inutiles.
et il n'y a pas d'oxygène quand ton environnement est saturé de ce que tu aurais dû déjà lâcher. Tu dois avoir le courage de revoir ta vie avec froideur, te demander quelles relations ajoutent et lesquelles ne le font pas. Quelles habitudes t'élèvent et lesquelles te tirent vers le bas. Qu'est-ce que tu permets par habitude que, au fond, tu sais déjà que tu devrais lâcher? L'ordre n'est pas rigidité, c'est le respect de soi, c'est la clarté mentale, c'est une structure qui te libère, pas qui t'enferme. Parce que lorsque tu organises ton environnement, tu commences aussi à organiser tes émotions. Tu commences à te rendre compte de ce qui compte et de ce qui est superflu. Et lorsque tu élimines ce qui est superflu, tu peux enfin avancer avec légèreté. Tu ne marches plus avec du poids, tu marches avec intention. Et ça se sent différemment. N'attends pas de grands changements tant que tu es encore entouré du même chaos. Ce n'est pas de la magie, c'est de la logique. Ce n'est pas de l'inspiration, c'est de la structure. Changer ton environnement est un acte de respect envers toi-même. C'est une déclaration silencieuse que tu es sérieux. Et si tu ne peux pas maîtriser ce qui t'entoure, arrête au moins de permettre qu'il te contrôle. Parce qu'une vie ordonnée n'est pas le but, c'est le chemin. Et sans ce chemin, toute transformation ne sera que temporaire. 3. Accepte ce qui fait mal. Transforme ce que tu peux. Continuer à nier la douleur est comme essayer de couvrir une fissure avec de la peinture. De loin, tout peut sembler bien, mais dès que la pression arrive, tout se fissure. C'est ainsi que fonctionne l'âme, lorsqu'elle refuse de faire face à ce qui lui fait mal. Tu peux le maquiller avec des distractions, tu peux le taire avec des routines, tu peux prétendre qu'il n'est pas là, mais il revient toujours. Parce que la douleur non résolue ne disparaît pas, elle s'accumule, elle se cache dans des coins profonds, elle se déguise en colère, en apathie, en insatisfaction constante. Et tant que tu ne l'affrontes pas, toute tentative d'avancer sera limitée. Accepter ce qui fait mal n'est pas se rendre, c'est commencer à marcher sans bandage. C'est regarder ce qui se passe à l'intérieur sans le justifier, sans le maquiller, sans le transformer en une histoire qui fait pitié. C'est reconnaître qu'il y a des blessures, qu'il y a des choses qui n'ont pas bien tourné, qu'il y a des décisions qui font mal, et que cette partie fait aussi partie de toi. Les stoïciens l'ont bien compris. Ils ne cherchaient pas à éliminer la douleur, ils l'intégraient, ils la transformaient en maître, ils l'utilisaient comme point de départ, pas comme excuse pour rester immobile. Ce que tu n'acceptes pas te domine, ce que tu rejettes se renforce. Plus tu fuis, plus il t'attrape profondément. Et la plupart ne progressent pas parce qu'ils refusent de regarder en face ce qui est déjà évident. Ils continuent à blâmer le passé, ils continuent à blâmer les autres, ils continuent à espérer que quelque chose ou quelqu'un viendra réparer ce que seuls peuvent transformer. Mais ici, il n'y a pas de magie. Il y a de la volonté, il y a de la conscience, il y a un travail émotionnel que personne ne peut faire pour toi. Accepter n'est pas se résigner, c'est te dire la vérité sans fioriture. C'est regarder ta douleur avec la même fermeté avec laquelle tu regardes tes objectifs. Parce que tu ne peux pas avancer vers quelque chose de nouveau si tu n'as pas d'abord guéri ce que tu traînes. Et guérir ne signifie pas oublier. Cela signifie lâcher la résistance. Cela signifie arrêter de lutter contre ce qui est déjà arrivé. Cela signifie faire la paix avec ton histoire pour écrire un nouveau chapitre avec des mains propres, pas avec la rancœur déguisée en force. La suite est de transformer ce que tu peux, parce qu'une fois que tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, il te reste de l'énergie pour changer ce qui dépend de toi. Tes habitudes, ton attitude, tes pensées, tes décisions. Tout cela, tu peux le transformer, mais seulement si tu arrêtes d'utiliser ta douleur comme un bouclier. Seulement si tu arrêtes de répéter la même narration où tu es toujours la victime des circonstances. Le stoïcien ne se victimise pas. Il prend la douleur et la transforme en tempérament. Il prend la perte et la transforme en sagesse. Il prend la blessure et la transforme en une limite ferme pour ne plus saigner au même endroit. Accepter ce qui fait mal et transformer ce que tu peux est une formule brutalement honnête.
Elle te force à abandonner les excuses. Elle te force à prendre des décisions inconfortables. Elle te force à travailler sur toi quand il est plus facile de blâmer le monde. Mais elle te donne aussi du pouvoir. Elle te rend l'autorité sur ta vie. Elle te débarrasse du poids de tout ce que tu ne peux pas contrôler et te donne une direction. Parce que lorsque tu arrêtes de résister, la clarté apparaît. Et lorsque la clarté apparaît, tu peux recommencer, cette fois avec conscience. Alors arrête de fuir, arrête de cacher ce qui t'a fait mal. Accepte, respire, regarde à l'intérieur et commence à transformer ce qui est entre tes mains. Parce que c'est le premier pas vers une vie en ordre, une vie avec une direction, une vie qui n'a pas besoin de justifier sa douleur, parce qu'elle l'a transformée en force. 4. La peur n'est pas surmontée en fuyant, elle est vaincue en marchant avec elle. La peur est comme une ombre à midi. Peu importe à quelle vitesse tu cours, elle te suivra. Tu peux bouger plus vite, tu peux esquiver, tu peux même essayer de l'ignorer, mais elle sera là, juste derrière toi, attendant que tu t'arrêtes. Parce que la peur ne disparaît pas avec la vitesse, elle disparaît avec la confrontation. Elle ne s'élimine pas en évitant ce qui te terrifie, elle se maîtrise en marchant directement vers elle, pas à pas, en respirant profondément et sans attendre que la sécurité apparaisse magiquement. Beaucoup de gens vivent paralysés en attendant que la peur disparaisse pour enfin commencer. Ils veulent des garanties, ils veulent des certitudes, ils veulent agir seulement quand il n'y a pas de risque d'échec, de douleur, de rejet. Mais ce moment n'arrive jamais, parce que vivre sans peur est impossible. Et croire qu'un jour tu seras complètement prêt n'est qu'une autre excuse bien déguisée. Les stoïciens ne parlaient pas d'éliminer la peur, ils parlaient d'agir malgré elle. Et cela change tout. Le problème n'est pas de ressentir la peur, le problème est de lui obéir. Chaque fois que tu repousses une décision par peur, chaque fois que tu choisis le confort au lieu de ce qui est nécessaire, chaque fois que tu permets à ce malaise de t'arrêter, tu nourris une partie de toi qui te demande ensuite plus d'explications et plus de regrets. Et cela t'épuise. Cela t'enferme dans un cycle où la peur ne gouverne pas seulement tes actions. Elle définit aussi ton identité. Tu commences à te voir comme quelqu'un de fragile, d'insécurisé, incapable de briser ses propres limites. Et ce n'est pas vrai. C'est juste le résultat d'avoir cru trop souvent que fuir était plus facile. La peur se transforme lorsque tu lui fais face. Lorsque tu choisis d'avancer même si ton cœur bat fort. Lorsque tu décides de parler même si ta voix tremble. Lorsque tu te relèves encore une fois en sachant que tu peux retomber. Parce que c'est à ce moment-là, lorsque tu marches avec la peur et non en fuyant devant elle, que commence la vraie force. La tempérance, la maîtrise de soi, la dignité de savoir que tu n'as pas été lâche, que tu n'as pas attendu le moment parfait, que tu as agi avec courage, même si tout en toi criait de ne pas le faire. Le courage ne se sent pas glorieux au début. Au début, il fait mal, il est inconfortable, il te fait douter. Mais chaque pas que tu fais pendant que la peur t'accompagne renforce ton caractère. Tu n'as pas besoin d'éliminer la peur, tu as besoin de te prouver que tu peux avancer avec elle à tes côtés. Comme l'enseignait Épictète, tu ne choisis pas ce qui t'arrive, mais tu choisis comment tu réagis. Et la peur fait partie de ce qui t'arrive. Elle fait partie de la vie. Il n'y a pas d'évolution sans inconfort. Il n'y a pas de transformation sans franchir cette ligne que la peur essaie de t'empêcher de franchir. Marcher avec la peur est une forme de respect envers toi-même. Parce que tu ne la nies pas, tu ne l'ignores pas, mais tu ne lui donnes pas non plus le contrôle. Tu décides d'avancer avec elle, de te prouver que tes pas valent plus que ton doute. Et c'est là que réside le pouvoir. Dans l'action. Dans la décision que tu prends lorsque la peur est présente mais n'a pas le dernier mot. Alors, si tu attends de ne plus avoir peur pour faire ce que tu sais que tu dois faire, arrête d'attendre. La peur sera toujours là. Mais tu peux bouger quand même. Tu peux parler, tu peux agir, tu peux te lever et faire le premier pas. Parce que la différence entre celui qui stagne et celui qui change n'est pas l'absence de peur, c'est la volonté de marcher malgré elle. Et cela,
Même si ça fait mal, même si c'est difficile, c'est ce qui te libère vraiment. 5. Si tu ne protèges pas ton temps, d'autres le consommeront pour toi. Ton temps est comme une bougie allumée au milieu du vent. Si tu ne la couvres pas, si tu ne la protèges pas, si tu n'es pas attentif, d'autres viendront avec leur courant d'air et l'éteindront avant que tu puisses faire quelque chose avec sa lumière. C'est ce qui se passe chaque jour. Tu donnes des minutes, des heures, des moments précieux à des conversations inutiles, à des engagements sans sens, à des distractions déguisées en urgence. Et quand tu t'arrêtes enfin, tu te rends compte que la journée est terminée et que tu n'as rien avancé. La plupart des gens ne sont pas en échec par manque de capacité. Ils échouent parce qu'ils laissent leur temps être dévoré par tout ce qui n'a pas d'importance. Ils sont occupés, oui, mais pas concentrés. Ils bougent beaucoup, mais ne construisent rien. Ils passent leur vie à éteindre des feux qu'ils n'ont même pas allumés, répondant à des messages, résolvant des problèmes étrangers, disant oui à ce qu'ils auraient dû refuser sans culpabilité, parce qu'ils ont appris à se sentir utiles à travers l'urgence, pas à travers le but. Et c'est un poison lent. Il te fait te sentir occupé tout en t'éloignant de toi-même. Le stoïcien comprend que le temps est la ressource la plus précieuse qu'il possède, plus que l'argent, plus que les contacts, plus que toute autre chose, parce que l'argent se récupère, le temps ne le fait pas. Sénèque a été clair, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup, et nous le gaspillons chaque fois que nous n'établissons pas de limites, chaque fois que nous laissons les autres décider pour nous comment nous devons investir nos jours. Chaque fois que nous sacrifions ce qui est important pour ce qui est immédiat. Ce n'est pas de la noblesse, c'est du désordre interne. Et le désordre te rend vulnérable. Tu dois apprendre à dire non sans te sentir coupable. Tu dois apprendre à couper les conversations qui ne te mènent à rien. Tu dois apprendre à fermer des portes, à ne pas répondre immédiatement, à ne pas être disponible pour tout le monde tout le temps. Parce que chaque oui que tu donnes à ce qui n'a pas d'importance, c'est un non silencieux à tes propres projets, à ton repos, à ta clarté. Le respect du temps des autres commence quand tu apprends à respecter le tien. Et si tu ne le valorises pas, personne d'autre ne le fera. Il y a des gens qui ne veulent pas de ta présence, ils veulent ton énergie, ils ne cherchent pas à t'aider, ils cherchent à ce que tu résolves ce qu'ils ne veulent pas affronter. Et si tu n'en es pas conscient, tu finiras par vivre des jours étrangers, des objectifs étrangers, des routines étrangères. Et le pire, c'est que tu te plaindras ensuite de ne pas avoir de temps. Mais le temps était là, seulement tu l'as mal donné, avec peur, avec insécurité, avec ce besoin constant de plaire. Cela doit cesser. Protéger ton temps n'est pas être égoïste, c'est avoir de la clarté. C'est comprendre que chaque heure qui passe ne revient pas, que chaque espace de concentration est sacré, que ta journée doit avoir une structure, un focus et un but. Tu ne peux pas continuer à donner ta vie en morceaux à tous ceux qui frappent à ta porte. Commence par l'essentiel. Définis tes priorités chaque matin. Demande-toi ce qui est vraiment important. Fais-le en premier. Sois clair sur tes limites. Élimine ce qui est inutile. Éteins ce qui ne te nourrit pas. Tu n'as pas besoin de tout faire. Tu as besoin de faire ce qui compte et de le faire bien. Si tu arrives à maîtriser ton temps, tu maîtriseras ton énergie. Si tu maîtrises ton énergie, tu maîtriseras ta vie. C'est aussi simple que ça. Le temps ne se perd pas d'un coup. Il s'écoule petit à petit. Et quand tu le remarques, il est déjà trop tard. Alors prends le contrôle maintenant, protège-le, défends-le comme la ressource irrécupérable qu'il est. Parce que si tu ne le fais pas, d'autres le consommeront sans y penser 2 fois, et ils le feront avec ton permission. 6. Le silence n'est pas vide. C'est là que naissent tes meilleures décisions. Le silence ressemble à un puits profond. De l'extérieur, il semble calme, il peut même sembler qu'il n'y a rien. Mais quand tu oses descendre, quand tu t'immerges dedans sans distraction, sans voix étrangère, sans bruit, tu découvres qu'en bas, dans ce calme apparent, se trouve tout ce que tu as évité. Ta vérité, ta clarté, tes décisions les plus fermes.
La plupart des gens ne prennent pas de bonnes décisions, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de rester silencieux assez longtemps pour écouter ce que leur intérieur a à dire. Nous vivons entourés de bruit constant, de l'information partout, des messages, des opinions, des exigences. Tout crie, tout est urgent, tout pousse. Et au milieu de ce bombardement mental, nous prenons des décisions impulsives, basées sur la pression du moment, pas sur la cohérence interne. Ensuite, quand les choses tournent mal, nous nous demandons pourquoi. Mais la réponse était dans ce que nous ignorions, le silence que nous évitons. Le silence est inconfortable parce qu'il met un miroir devant toi, parce qu'il te laisse sans excuse, sans distraction, sans interférence. Il te force à ressentir, et c'est pourquoi beaucoup le rejettent. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que seul dans le vrai silence, tu peux aligner l'esprit, l'intention et l'action. Les stoïciens ne fuyaient pas le silence, ils le cherchaient. C'était leur espace d'entraînement mental. Là, ils affinaient leur jugement. Là, ils analysaient leur journée. Là, ils prenaient des décisions sans se laisser emporter par l'émotion du moment. Parce qu'ils savaient que ce qui est décidé à la hâte a presque toujours des conséquences lourdes. Et quand on vit en réagissant plutôt qu'en répondant, on perd le contrôle de sa propre vie. Le silence te le rend. Non pas parce qu'il fait disparaître les problèmes, mais parce qu'il te donne de la perspective. Et avec de la perspective, tout est plus clair. Tu as pris des décisions qui t'ont coûté cher simplement parce que tu n'as pas fait une pause. Tu as dit des choses que tu ne voulais pas dire juste parce que tu ne supportais pas le vide de ne pas répondre. Tu es allé dans des directions erronées parce que tu ne t'es pas donné 5 minutes pour réfléchir. Non pas parce que tu ne savais pas quoi faire, mais parce que le bruit t'a dominé. Et c'est le prix à payer pour vivre en automatique. Le silence n'est pas une perte de temps. C'est une stratégie. C'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. C'est te donner la permission de ne pas agir jusqu'à ce que tu sois calme, parce que c'est à partir du calme que l'on construit solidement, à partir de l'impulsion que l'on brise sans le vouloir. Pratiquer le silence ne signifie pas s'isoler du monde. Cela signifie créer un espace quotidien où tu peux t'écouter, où tu peux analyser ce que tu fais, ce que tu évites, ce que tu remets à plus tard, où tu peux prendre des décisions conscientes, sans la pression extérieure, sans le besoin d'expliquer, sans la peur de ne pas plaire. C'est là que le caractère se renforce, c'est là que naissent les limites qui te sauveront plus tard, c'est là que tu reconnais ta véritable direction. N'attends pas que le monde t'offre ce silence, tu dois le créer toi-même, tu dois le défendre comme quelque chose de sacré, même si ce n'est que 10 minutes par jour, mais qu'elle soit à toi, sans écran, sans opinion, sans bruit, juste toi avec tes pensées. Et si au début cela te met mal à l'aise, tant mieux. Ce malaise est le signe que tu entres en territoire réel. Il n'y a pas de décision sage au milieu du chaos. Il n'y a pas de réponse profonde au milieu du cri. Les meilleures décisions de ta vie ne viendront pas d'une émotion ni d'une réaction rapide, elles viendront du silence. De ce moment où enfin tu t'écoutes avec clarté. Et à partir de là, avec fermeté, tu choisis ton chemin. 7. Tes finances ne mentent pas. Organise ton argent, organise ton esprit. Ta relation avec l'argent ressemble à un miroir sale. Plus tu l'évites, plus ton image devient floue. Mais quand tu le nettoies, quand tu l'affrontes sans peur, sans excuse et sans fioriture, tu commences à voir clairement qui tu es vraiment. Parce que l'argent, loin d'être seulement des chiffres ou des comptes, révèle des habitudes, des décisions, des priorités, des limites et, surtout, le degré d'ordre interne que tu portes en toi. Tes finances ne mentent pas. Elles peuvent te déranger, elles peuvent te faire mal, elles peuvent te confronter, mais elles ne mentent pas. Ce que tu fais avec ton argent parle de toi plus que tout discours. Beaucoup veulent la paix de l'esprit, mais vivent endettés. Ils veulent la liberté, mais ne savent pas combien ils dépensent. Ils veulent contrôler leur vie, mais ne contrôlent pas ce qu'ils achètent. Il ne s'agit pas de combien tu gagnes, mais de ce que tu fais avec ce que tu reçois. Parce que le désordre financier est une forme d'auto-abandon.
Une déconnexion dangereuse qui se déguise en « je verrai plus tard, ce n'est pas si grave » ou « je ne suis pas fait pour ça ». Et ainsi passent les mois, les années, accumulant le chaos, ignorant les signaux, fuyant la responsabilité comme si elle était optionnelle. Mais ce n'est pas le cas. Tôt ou tard, ce que tu ne mets pas en ordre te coûte cher. Le stoïcisme n'était pas indifférent à la question de l'argent. Non pas parce qu'il le considérait comme essentiel, mais parce qu'il comprenait que tout ce qui a du pouvoir sur ton esprit mérite d'être examiné. Si ton économie te prive de sommeil, si elle te limite, si elle te fait honte, si elle te fait te sentir petit, alors c'est un domaine qui nécessite ton attention immédiate. Non pas pour t'obséder avec l'argent, mais pour te libérer du poids que provoque le fait de ne pas le contrôler. Parce qu'un esprit surchargé de comptes, de stress financier, d'incertitudes quotidiennes, ne peut pas se concentrer sur la croissance, la création ou la pensée claire. L'ordre financier est une pratique stoïcienne parce qu'il nécessite de la tempérance, de la clarté, de la discipline et une vision à long terme. Il ne s'agit pas de devenir avare, ni de vivre avec la peur de dépenser. Il s'agit de prendre des décisions conscientes, de cesser de combler les vides émotionnels avec des achats impulsifs, d'apprendre à dire non, d'éviter l'auto-tromperie du « je le mérite » quand ce dont tu as besoin n'est pas un autre objet, mais de l'ordre interne. Et cela ne s'achète pas, cela se construit. Fais l'exercice inconfortable, regarde où tu dépenses, observe avec une brutalité honnête où tu mets ton argent, parce que cela te montrera où tu mets ton énergie, ton attention, tes priorités. Si le bilan est plein de fuites inutiles, alors ton esprit l'est aussi. Si tu ne sais pas où va ton argent, tu ne sauras pas non plus où tu diriges ta vie. Et si cela ne te fait pas réfléchir, c'est parce que tu t'es habitué à vivre dans le désordre. Avoir des finances saines n'est pas seulement un acte économique, c'est un acte émotionnel et philosophique. C'est déclarer que tu ne vas plus te saboter. C'est respecter ton effort. C'est apprendre à différer les gratifications en échange de la stabilité. C'est arrêter d'acheter ce dont tu n'as pas besoin pour impressionner ceux qui ne t'importent pas. C'est avoir la force de choisir l'essentiel sur l'impulsif. Et tout cela, au fond, parle de maturité. Ta liberté commence quand tu arrêtes de vivre à la limite, quand tu arrêtes de fuir tes chiffres, quand tu transformes le désordre financier en un plan concret, en objectif réel, en limite claire, parce que chaque euro que tu gaspilles est du temps que tu perds. Et chaque mauvaise décision financière t'éloigne de la vie que tu dis vouloir construire. Alors, si tu veux vraiment de l'ordre, commence par là. Organise ton argent et tu commenceras à organiser ton esprit. Parce que lorsque ton économie est sous contrôle, ton focus, ton énergie et ton pouvoir personnel le sont aussi. L'ordre interne se reflète à l'extérieur. Et l'argent, avec toute sa crudité, est l'un des reflets les plus clairs. 8. Ne te contente jamais. Ta meilleure version n'est pas atteinte avec le minimum. Se contenter, c'est comme vivre dans une maison inachevée, entourée de murs à moitié peints, de câbles exposés, de fuites invisibles. Tu peux t'y habituer, tu peux le justifier, tu peux même décorer le désastre. Mais au fond de toi, tu sais qu'il manque quelque chose. Et ce malaise silencieux est la voix de ton potentiel qui te crie que tu n'as pas été fait pour vivre dans la médiocrité. Il y a des gens qui ne sont pas brisés, ils sont juste incomplets parce qu'ils ont arrêté de grandir trop tôt, parce que quelqu'un leur a dit que c'était suffisant, parce qu'ils ont eux-mêmes décidé de se contenter de ce qui couvrait à peine le minimum, alors qu'ils savaient qu'ils pouvaient faire plus. La société récompense le moindre effort par des phrases comme « Au moins tu as essayé, tu es déjà mieux qu'avant, ne sois pas si dur avec toi-même ». Mais ce qu'elle ne te dit pas, c'est que cette voix douce peut aussi être un piège. Parce que lorsque tu arrêtes de te pousser, lorsque tu baisses tes standards, ton esprit baisse aussi. Le corps s'adapte au confort, mais pas l'âme. Ton âme veut de l'expansion, elle veut de l'évolution, elle veut voir jusqu'où tu peux aller. Et quand tu ne lui donnes pas ça, tu le sens. Ton énergie s'éteint, ton focus s'affaiblit, tu perds l'éclat dans ton regard. Non pas par fatigue, mais par résignation. Les stoïciens ne croyaient pas en des objectifs médiocres.
non pas parce qu'il cherchait la grandeur externe, mais parce qu'il comprenait que chaque jour est une opportunité de se maîtriser, de se surpasser, de polir son caractère. Il ne parlait pas de succès comme nous le comprenons aujourd'hui, il parlait d'excellence. Et l'excellence n'est pas une destination, c'est une façon d'être dans le monde. C'est la décision quotidienne de ne pas faire les choses par obligation, mais par respect, pour toi-même, pour ton temps, pour ta vie. Quand tu te contentes de peu, tu envoies un message dangereux à ton esprit, que tu ne mérites pas plus, que tu ne peux pas faire plus, que tu n'as pas besoin de grandir. Et cela, répété chaque jour, façonne ta réalité jusqu'à t'enfermer dans une version limitée de toi-même. Mais le plus dur, c'est que souvent, cette version a été choisie par peur, pas par conviction. Peur d'échouer, de t'exposer, de déranger, de perdre. Et pendant que la peur décide, ton véritable potentiel reste en suspens. Tu décides si tu deviens un de plus ou quelqu'un qui honore son chemin. Tu décides si tu te contentes ou si tu évolues, si tu acceptes les excuses ou si tu choisis l'excellence comme norme, si tu te limites à survivre ou si tu exiges de vivre avec un but. Parce que celui qui exige plus de lui-même n'est pas arrogant, il est conscient. Il sait qu'il est venu pour quelque chose de plus grand que simplement accomplir. Il sait qu'il n'y a rien de plus douloureux que de regarder en arrière et de réaliser que c'était la peur de l'effort qui le maintenait petit. Ne te contente pas, non par ego, non par apparence, mais par respect. Parce que si tu es ici, avec la capacité de penser, d'agir, de changer, alors tu as une responsabilité, celle de ne pas te gaspiller, celle de ne pas te trahir avec le confort, celle de ne pas t'arrêter juste avant d'atteindre ce que tu mérites vraiment. Ta meilleure version n'est pas atteinte avec le minimum, elle est atteinte quand tu arrêtes de demander moins et que tu commences à exiger plus. Et cela commence maintenant. Vivre seul, c'est comme rester seul dans une tempête sans abri. Tout le monde court se mettre à l'abri, cherche des refuges empruntés, des distractions pour apaiser la peur. Mais toi, tu décides de rester au milieu du vent, te mouillant jusqu'aux os, sans autre abri que ton propre esprit. Et là, dans le froid le plus cru, sans voix extérieures pour te dire qui tu es ou ce que tu dois faire, commence le véritable entraînement. Parce que la solitude n'est pas absence, c'est révélation. Et seuls ceux qui supportent le silence sans se briser découvrent de quoi ils sont vraiment faits. Cette vidéo n'est pas pour embellir la solitude avec des phrases vides. C'est pour ceux qui se sont sentis brisés en elle, confus, en guerre avec leur propre tête. C'est pour montrer que cette même solitude, si tu arrêtes de lui résister et commences à l'habiter, peut être ta plus grande transformation. Parce que vivre seul ne signifie pas être vide. Cela signifie arrêter de dépendre pour commencer à construire de l'intérieur. Et oui, ça va faire mal. Parce que le silence ne caresse pas, il confronte. Il te jette à la figure chaque partie de toi que tu as évité de regarder. Tes peurs, tes impulsions, tes dépendances émotionnelles, tes mensonges. Mais si tu soutiens le regard, si tu ne te caches pas, c'est là que commence le changement. Personne ne devient fort entouré d'applaudissements. La force naît quand il n'y a personne pour te relever et que tu te relèves quand même. La solitude est le champ de bataille où tu entraînes ton esprit, domptes tes émotions et façonnes ton caractère. Ce n'est pas une étape pour survivre, c'est un rituel pour renaître. Et si tu sais la parcourir avec intention, quand tu reviendras au monde, tu ne seras pas le même. Tu seras quelqu'un qui n'a plus besoin de s'intégrer, quelqu'un qui a appris à se soutenir seul. Parce que tu as compris quelque chose que la plupart ignorent, que vivre seul n'est pas perdre de la compagnie, c'est gagner en présence. Quand tout se tait, apparaît qui tu es vraiment. Le silence ressemble beaucoup à entrer dans une grotte en pleine obscurité. De l'extérieur, elle semble vide, inoffensive, mais une fois que tu entres, tout change. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, jusqu'à ce que tu commences à t'écouter. Là-bas, où il n'y a pas de bruit pour te distraire ni de voix pour te calmer, tout ce que tu as réprimé commence à prendre forme. C'est là que résident les pensées que tu as enterrées, les peurs que tu as maquillées, les vérités que tu as niées.
Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence totale de soi-même. Et quand tu vis seul, cette grotte devient ta maison. Beaucoup craignent le silence parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils trouveront en eux. C'est pourquoi ils le remplissent de musique constante, de réseaux sociaux, de conversations vides, de tout ce qui peut couvrir l'écho intérieur. Mais tôt ou tard, si tu décides de grandir, tu devras éteindre le monde pour pouvoir t'écouter. Parce que la croissance réelle ne vient pas des stimuli externes, mais du courage de faire face à ce que tu as toujours évité. En solitude, il n'y a personne pour soutenir tes murs. Et quand les murs tombent, apparaît ce que tu es vraiment. Le silence n'est pas ton ennemi. C'est le maître le plus cru et le plus honnête que tu auras. Il ne va pas t'applaudir. Il ne va pas te dire que tout va bien. Il va te montrer les fois où tu as prétendu être bien, les décisions que tu as prises par peur, les fois où tu as cherché de la compagnie juste pour ne pas ressentir le vide. Et cette douleur est nécessaire. Parce que ça fait mal de regarder ce que tu n'as pas guéri, mais c'est 1000 fois pire de continuer à fuir cela. Habiter le silence, c'est choisir de voir clairement. Et la clarté, bien qu'inconfortable, libère. À ce stade, où tu vis seul et le monde semble se taire, il y a une opportunité unique. Chaque matin en silence est un rendez-vous avec toi-même. Chaque nuit sans bruit est une fente pour découvrir quelles pensées apparaissent quand tu ne les contrôles pas. Ne sois pas effrayé si ce que tu entends n'est pas joli. Personne ne commence avec un esprit en paix. Mais seul celui qui reste, qui écoute avec humilité, peut commencer à s'organiser de l'intérieur. La plupart des gens ne s'écoutent que lorsqu'ils crient. Celui qui apprend à s'écouter calmement prend l'avantage. La philosophie stoïcienne a toujours parlé du pouvoir de l'introspection. Marc Aurèle, dans ses méditations, n'écrivait pas pour les autres. Il écrivait pour organiser son esprit au milieu du chaos. Épictète enseignait que tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler tes jugements, tes pensées, ton dialogue interne. Et cet entraînement commence dans le silence. Pas quand tu es entouré de gens, pas quand tu as un soutien constant, mais quand le seul son est ta respiration et tes pensées qui se heurtent les unes aux autres. La plupart survivent au silence comme s'il était une menace, mais celui qui l'habite avec intention le transforme en force. Tu n'as pas à avoir toutes les réponses, mais tu dois avoir le courage de te poser les bonnes questions. Pourquoi fuis-tu d'être avec toi? Qu'essaies-tu d'éviter? Que se passe-t-il quand toutes les voix s'éteignent et qu'il ne reste que la tienne? Ne fuis pas le silence, utilise-le. Parce que c'est là que l'esprit fort s'entraîne. C'est là que tu découvres qui commande en toi, tes peurs ou ta conscience. Tu n'es pas dans une grotte pour te cacher. Tu es là pour t'écouter. Et quand tu le fais, tu n'as plus besoin de tant de bruit pour te sentir vivant. 2. Crée de l'ordre avant que le chaos ne décide pour toi. L'esprit est comme une pièce sans fenêtre. Si tu ne décides pas ce qui entre et ce qui sort, tôt ou tard, la poussière s'accumule, les objets s'entassent et le désordre te consume de l'intérieur. Personne n'entre là-bas sauf toi, et pourtant, beaucoup permettent que cette pièce interne soit remplie de pensées étrangères, d'émotions non traitées et de décisions reportées. Quand tu vis seul, le désordre ne se cache pas. Il n'y a pas d'excuses, pas de coupable, pas de distraction qui maquille la confusion. Là, tu te confrontes face à face avec la façon dont tu organises ou négliges ton propre monde intérieur. La solitude a cette cruauté. Elle transforme chaque acte en reflet de ton état mental. Les vêtements non pliés, la vaisselle non lavée, le réveil que tu repousses, tout parle de comment tu te sens à l'intérieur. Et le problème n'est pas le désordre physique, mais ce qu'il représente. Parce que lorsque tu laisses l'environnement décider pour toi, lorsque tu permets au chaos de s'installer, ce que tu dis, même en silence, c'est que tu as abandonné. Que tu ne crois pas que tu mérites la clarté, ni la structure, ni la paix. L'ordre, dans la vie de celui qui vit seul, n'est pas une obsession esthétique, c'est une déclaration de pouvoir personnel. Il ne s'agit pas d'avoir tout impeccable, mais de marquer ton territoire dans ton propre esprit. De te prouver que tu peux maintenir un rythme, créer une routine, construire une structure qui ne dépend de rien ni de personne. Parce que dans le chaos,
vit l'anxiété, le doute, la perte de direction. Mais l'ordre, bien qu'il semble simple, est une ancre. Et lorsque le monde extérieur est agité, cette ancre te sauve de naufrager dans tes propres pensées. La philosophie stoïcienne insiste sur l'importance de ce que tu peux contrôler. Et en solitude, ce contrôle commence par ce que tu fais de ton temps, de ton corps, de tes habitudes. Tu ne peux pas contrôler la tristesse, mais tu peux faire ton lit. Tu ne peux pas contrôler l'incertitude, mais tu peux sortir marcher à la même heure chaque jour. Tu ne peux pas contrôler le passé, mais tu peux écrire ce que tu ressens et transformer le chaos émotionnel en mots. C'est le genre d'ordre qui non seulement organise l'environnement, mais organise ton caractère. Créer de l'ordre ne signifie pas vivre rigide. Cela signifie avoir le courage de prendre des décisions conscientes avant que la négligence ne te façonne sans que tu t'en rendes compte. Et ce n'est pas facile, parce que lorsque personne ne te voit, il est tentant de lâcher la corde, tout remettre à plus tard, manger n'importe quoi, dormir sans horaire, penser que ce n'est pas grave si tu laisses la journée s'écouler sans direction. Mais ça l'est. Parce que chaque fois que tu choisis le désordre, tu renforces l'idée que ta vie ne mérite pas de structure. Et cela affaiblit lentement ta discipline, ton estime de toi et ta clarté. L'ordre est une forme de résistance. C'est la façon dont tu dis au chaos, « Ici, c'est moi qui commande ». N'attends pas d'avoir de la motivation pour ranger. Fais-le quand tu n'en as pas envie, parce que c'est là que se construit le caractère. Dans l'acte simple de nettoyer ton espace, de planifier ta journée, de respecter une routine, tu dis quelque chose de plus profond. Tu dis que ta vie vaut assez pour la soutenir avec intention. Et ce message, répété jour après jour, commence à transformer ta perception de toi-même. Vivre seul ne doit pas être synonyme de désordre émotionnel ou physique. Au contraire, c'est le moment idéal pour redéfinir ta structure interne. N'attends pas que le chaos te force à réagir. Anticipe. Décide comment tu veux habiter ton jour, ta maison, ton esprit. Parce que si tu ne le fais pas, le chaos le fera pour toi. Et ce que le chaos décide te mène rarement là où tu veux aller. 3. Ta voix intérieure peut te relever ou te détruire. Ton esprit est comme une pièce avec des haut-parleurs internes qui ne s'éteignent jamais. Tu peux sortir du bruit extérieur, tu peux éteindre le téléphone, fermer les fenêtres, mais tu ne peux pas fuir cette voix qui vit en toi et qui te parle sans cesse. Cette voix te suit partout, te parle pendant que tu te douches, pendant que tu marches, pendant que tu essaies de dormir. Et le plus dangereux, c'est que tu ne la remets pas toujours en question. Souvent, tu l'écoutes simplement, tu la crois, tu lui obéis. Cette voix peut devenir ton meilleur allié ou ton pire bourreau. Tout dépend de ce que tu lui as appris à dire. Vivre seul te force à affronter cette voix sans filtre. Quand il n'y a pas de stimuli externe pour couvrir tes pensées, tout est amplifié. Les jugements, les doutes, les comparaisons, les souvenirs. Ce que tu pouvais ignorer entre les conversations, le bruit et la compagnie, devient maintenant le protagoniste. Et si cette voix intérieure est entraînée à te couler, à te répéter tes échecs, à t'humilier avec tes erreurs, tu vas sentir que tu vis avec un ennemi que tu ne peux pas expulser. Mais si tu l'entraînes à te corriger sans te maltraiter, à te demander sans t'écraser, à te guider au lieu de te saboter, alors cette voix devient une force pure. La plupart des gens vivent sans se rendre compte que cette voix n'est pas la vérité. C'est juste l'écho de tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont souffert, tout ce que les autres leur ont dit et qu'ils ont adopté. Cette voix se forme avec des années d'expérience, de critiques, de blessures et de croyances non remises en question. Et quand tu vis seul, cet écho devient plus clair. Là, tu peux commencer à entendre ce qu'elle dit vraiment. Et le plus important, tu peux commencer à lui répondre. Pas avec de la haine, mais avec de la conscience. Pas avec de la peur, mais avec de l'intention. Marc Aurèle parlait dans ses écrits avec lui-même. Non pas pour bien paraître devant quelqu'un, mais pour rééduquer son esprit. C'est ce qu'on fait en solitude. Observer ce que la voix intérieure répète et commencer à la modeler.
Tu ne peux pas permettre que ton dialogue interne soit un couteau qui te blesse tous les jours. Tu n'as pas non plus besoin de le transformer en un mensonge optimiste. Il suffit que cette voix soit juste, ferme et humaine. Qu'elle ne te parle pas comme ton pire ennemi, mais comme quelqu'un qui veut te voir avancer sans dissimuler tes erreurs ni les amplifier. Réviser ton dialogue interne n'est pas quelque chose que tu fais une fois. C'est un exercice quotidien, parfois épuisant, mais essentiel. Parce que ce que tu te dis quand tu es seul, sans public, sans compagnie, sans validation, c'est ce qui définit la relation que tu as avec toi-même. Tu peux construire toute une vie en cherchant l'approbation externe, mais si tu ne sais pas te parler avec respect, tu ne te sentiras jamais en paix. La tranquillité ne vient pas du silence extérieur, elle vient de l'équilibre interne entre exigence et compassion. La prochaine fois que tu te surprends à te dire « Je ne peux pas, je suis un désastre, je ne changerai jamais », arrête-toi. Demande-toi si c'est vraiment ta voix ou si c'est la voix de quelqu'un qui t'a marqué. Peut-être que cette voix n'est pas née avec toi, peut-être que tu l'as héritée. Mais aujourd'hui, en vivant seul, tu as l'espace et la liberté pour la réécrire. Tu peux entraîner ton esprit à être un refuge, pas une prison, pour qu'il te rappelle qui tu es au milieu du chaos, pas pour te rappeler ce que tu as perdu. Ta voix intérieure est le narrateur de ta vie. Et si ce narrateur ne répète que la douleur, la critique et la peur, peu importe combien tout est en ordre à l'extérieur, à l'intérieur, ce sera toujours un champ de bataille. Mais si tu réussis à enseigner à cette voix à être claire, ferme et sage, tu auras fait un pas de géant dans ton processus de transformation. Parce qu'il n'y a pas de solitude plus destructrice que celle de vivre avec un esprit qui ne sait pas comment te traiter. Et il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de transformer cet esprit en ton véritable foyer. 4. Pose des limites avant que le monde ne te consume. Ta vie est comme un terrain fertile. Si tu ne mets pas de clôture, n'importe qui entrera pour le fouler, pour prendre ce qu'il veut, pour le salir, même sans mauvaises intentions. Et quand tu t'en rends compte, tu ne sais plus quelle partie du terrain t'appartient vraiment. Tu es épuisé, sans espace, sans clarté. Les limites ne sont pas des murs pour t'éloigner du monde. Ce sont des structures pour protéger ce que tu cultives. Et quand tu vis seul, tu n'es pas à l'abri de l'interférence du monde. Au contraire, c'est quand tu es le plus vulnérable à remplir ton espace avec ce dont tu n'as pas besoin, avec ce qui ne te nourrit pas, avec ce qui te distrait seulement. Il y a un mensonge très répandu, être seul t'isole de tout. En réalité, c'est dans la solitude que l'on remarque le plus combien de toi a été façonné par l'extérieur. Tu te rends compte de combien de décisions tu as prises sous pression, combien de fois tu as dit oui par peur du rejet, combien de fois tu as laissé quelqu'un occuper ton espace émotionnel, mental ou physique, simplement parce que tu ne savais pas poser de limites. Et c'est là que commence le vrai travail, non seulement être seul, mais aussi reconstruire ta capacité à décider jusqu'où les autres peuvent aller et où tu commences. Une limite ne s'impose pas avec des cris, elle se construit avec clarté. Savoir dire non n'est pas être égoïste, c'est être conscient. Dire « cela n'entre pas dans ma vie » n'est pas se fermer au monde, c'est ouvrir la porte seulement à ce qui ajoute. Les stoïciens parlaient de la tempérance, non pas comme une restriction absurde, mais comme l'art de choisir ce qui est juste. Se fixer des limites à soi-même est la première étape. Savoir jusqu'où tu vas céder, combien d'énergie tu vas donner, quelles conversations tu ne vas plus tolérer, quelles habitudes tu ne vas plus répéter même si cela te coûte. Quand tu vis seul, personne ne te surveille. Cela te donne du pouvoir, mais aussi de la responsabilité. Tu peux laisser tout entrer, des messages à n'importe quelle heure, des nouvelles qui ne font qu'intoxiquer, des personnes qui ne cherchent qu'à se vider sur toi. Ou tu peux élever un mur interne qui n'isole pas, mais qui protège. Parce que vivre en paix n'est pas seulement méditer ou lire des livres, c'est filtrer ce que tu laisses toucher ton esprit, ton corps, ta routine. Et cela ne se fait qu'avec des limites fermes, conscientes et soutenues. Beaucoup de gens se sentent coupables de poser des limites. Ils pensent qu'ils sont durs, qu'ils éloignent les autres. Mais si tu ne prends pas soin de ton espace, personne ne le fera pour toi.
Tu ne peux pas blâmer le monde pour avoir envahi ce que tu as laissé ouvert. C'est inconfortable, oui, mais nécessaire. Parce que chaque fois que tu dis non avec respect, tu te dis oui à toi-même. Chaque fois que tu t'éloignes de ce qui te vide, tu te rapproches de ton centre. Ce n'est pas une fuite, c'est de la maturité. Imagine que ta journée est une pièce avec une porte. L'as-tu toujours ouverte? Entre qui veut, quand il veut, en disant ce qu'il veut. Ou as-tu déjà appris à fermer la porte quand tu as besoin de silence, quand tu as besoin de te concentrer, quand tu as besoin de guérir? Tu n'es pas plus sage pour tout supporter. Tu es plus sage quand tu sais ce que tu ne vas pas permettre. C'est du respect, c'est de l'auto-soin, c'est te connaître assez pour savoir que tu mérites d'être en paix. Les limites ne doivent pas être des excuses pour éviter la croissance, elles doivent être des chemins pour conserver ton énergie pour ce qui compte vraiment. Parce que si le monde te consomme, il ne reste rien de toi pour toi. Et dans ce vide, revient le chaos, revient le désordre, revient la confusion. Ne laisse pas cela se produire. Définis ton espace, honore ton processus, protège ton énergie. Parce que celui qui n'apprend pas à dire stop finit par vivre la vie que les autres décident. Et il n'y a pas de perte plus grande que celle-là. 5. Transforme la solitude en une discipline quotidienne. La solitude est comme une montagne enneigée. Vue d'en bas, elle semble froide, dure, inaccessible. Mais celui qui décide de l'escalader et de rester découvre une clarté qui ne se trouve pas sur les chemins faciles. Il ne s'agit pas de survivre au froid, il s'agit de s'adapter à lui, de bouger avec précision, de respirer consciemment, de faire de chaque pas un choix. C'est ainsi que fonctionne aussi le processus d'être seul. Il ne suffit pas de le supporter ou de le tolérer. Ce qui transforme, c'est de le convertir en discipline, en une forme de vie qui te forge, qui t'organise, qui t'apprend qui tu es quand tout l'extérieur disparaît. La plupart croient que la solitude est une parenthèse, un moment entre les relations, entre les étapes, entre les projets. Mais ceux qui changent vraiment ne sont pas ceux qui attendent que ça passe. Ce sont ceux qui utilisent chaque jour comme un entraînement. Parce que lorsque tu n'as pas à respecter les horaires des autres, lorsque personne ne t'attend ni ne te demande, ce que tu fais de ton temps devient une preuve brutale de ton engagement envers ta propre croissance. Te lèves-tu ou restes-tu? Manges-tu par impulsion ou par soin? Perds-tu des heures ou les investis-tu? La solitude met en lumière ta véritable relation avec la discipline. Transformer la solitude en routine n'est pas remplir ta journée de tâches comme échappatoire, c'est établir des rythmes qui te soutiennent, avoir des horaires qui te renforcent, pas qui te serrent. Faire de ton matin un acte conscient, de tes après-midi un espace de concentration, de tes soirées une clôture avec intention. Et pas parce que quelqu'un te le demande, mais parce que tu choisis de te construire à partir de l'ordre. La discipline en solitude est liberté. Pas la liberté de faire n'importe quoi, mais la liberté de diriger ton énergie vers ce qui en vaut la peine, vers ce qui te fait avancer même quand personne ne regarde. Les stoïciens ne parlaient pas de discipline comme d'une punition, mais comme d'une vertu. Sénèque disait que la liberté est d'obéir à la raison. Et Épictète enseignait que celui qui se domine lui-même n'a plus besoin de dominer quoi que ce soit d'autre. Vivre seul est l'occasion parfaite de pratiquer cette autonomie réelle, celle qui ne dépend pas de la surveillance ni des règles imposées, mais de la conviction. Quand tu te disciplines dans la solitude, tu te dis à toi-même que tu comptes, que tes habitudes ne sont pas décoratives, elles sont fondamentales. N'attends pas d'être motivé. Attends d'être engagé. La différence est énorme. La motivation s'en va, la discipline reste. Il y aura des jours où il te sera difficile de te lever, où tu voudras te perdre dans les distractions, où tu sentiras que rien n'a de sens. C'est là que se mesure ton processus. Parce que n'importe qui peut être ordonné quand tout va bien. Mais celui qui reste ferme dans la routine, quand l'esprit doute, quand le corps ne veut pas, quand le silence pèse, c'est celui qui est vraiment en train de changer. Commence par le minimum. Réveille-toi à la même heure.
Planifie tes repas. Entraîne ton corps, même si ce n'est que pour une demi-heure. Consacre un moment de la journée à la réflexion sans écran. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie d'un coup. Tu as juste besoin de te prouver, jour après jour, que tu peux te soutenir sans dépendre du chaos extérieur. Et quand cela devient une habitude, tu te rends compte de quelque chose de fondamental, que la solitude n'était pas le problème. C'était l'outil dont tu avais besoin pour devenir quelqu'un de solide. Parce que quand la solitude cesse d'être une improvisation et devient un rituel, elle ne fait plus peur, elle donne du pouvoir. Le pouvoir de te choisir, le pouvoir de ne pas te distraire, le pouvoir de continuer à avancer sans témoin. Et cela, dans un monde plein de bruit, est une forme de force que peu de gens connaissent. Mais tu peux la construire, pas à pas, jour après jour, jusqu'à ce que la solitude cesse d'être un lieu inconfortable et devienne ta meilleure discipline. 6. Ce que tu fais quand personne ne te voit définit qui tu es. Être toi-même sans témoin, c'est comme marcher sur un pont invisible. Personne ne voit si tu avances ou si tu t'arrêtes, si tu trébuches ou si tu te relèves. Seul toi sais si le sol est ferme ou si tu es au bord de l'effondrement. Il n'y a pas de public, pas de validation, pas de regard pour te récompenser de bien faire. Il n'y a que toi avec ta conscience. Et c'est le jugement le plus difficile à affronter. Parce que quand personne ne te regarde, il n'y a pas d'excuses. Il ne reste que tes décisions. Et c'est là que se révèle qui tu es vraiment. La plupart des gens se comportent en fonction de leur environnement. Dehors, ils sont courageux, concentrés, positifs. Mais quand la solitude arrive, quand la nuit tombe et que toutes les voix s'éteignent, la version réelle apparaît. Pas celle que le monde applaudit, mais celle que personne ne connaît. Et dans cet espace, sans témoin, les décisions pèsent plus lourd. Parce que quand tu fais ce qui est juste sans avoir besoin que quelqu'un le sache, c'est là que tu construis ton caractère. Mais si tu n'es discipliné que quand on te regarde, tu n'es pas fort. Tu joues la comédie. Être seul n'est pas le problème. Le problème est ce que tu fais de ce silence. Tu peux l'utiliser pour grandir ou pour te détruire. Tu peux le transformer en excuse ou en entraînement. Personne ne voit si tu repousses ton jour ou si tu l'affrontes. Personne ne t'applaudit si tu tiens ta parole. Personne ne te pointe du doigt si tu mens ou si tu abandonnes. Mais tu le sais. Et cette connaissance pèse. Elle pèse quand tu prétends que ça n'a pas d'importance. Elle pèse quand tu répètes que demain sera différent. Mais aujourd'hui, tu retombes dans la même chose. Parce que ce que tu fais sans témoin s'accumule. Cela s'inscrit dans ton esprit. Et un jour, cela devient ton identité. Les stoïciens insistaient sur l'intégrité interne. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler à lui-même quel type d'homme il devait être. Non pas pour qu'on l'admire, mais pour ne pas se perdre dans les flatteries ou le chaos. Parce que quand tout est silencieux, la seule chose qui peut te soutenir est la cohérence avec toi-même. Si tu dis que tu veux la paix mais que tu vis en contradiction, tu ne progresses pas, tu t'épuises. Si tu affirmes que tu cherches un but mais que ta journée s'échappe en distraction, tu n'es pas seul, tu es abandonné. La solitude est un privilège mal compris. Les gens la fuient parce qu'ils ont peur de se confronter à ce qu'ils font quand personne ne regarde. Mais c'est justement là, dans cet espace sans filtre, que tu peux te renforcer. Quand tu te lèves sans qu'on te le demande. Quand tu tiens tes promesses sans que personne ne t'exige. Quand tu t'entraînes, réfléchis, étudies, corriges, sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne, tu envoies un message clair à ton esprit. Ma parole vaut même quand je suis le seul à l'entendre. C'est du respect, c'est de la discipline profonde, et c'est aussi de la liberté, parce que tu ne dépends plus de la pression extérieure pour rester debout. Tu n'as plus besoin d'un patron, d'un ami, d'un partenaire ou d'une autorité pour être constant. Tu t'as toi. Et si tu arrives à tenir cela, alors tu as gagné quelque chose qui ne s'achète ni ne se feint, l'intégrité. Alors regarde-toi aujourd'hui. Pense à ce que tu as fait quand personne ne te regardait. As-tu tenu bon ou as-tu cédé à nouveau? Non pas pour te juger, mais pour que tu t'en souviennes.
Parce que chaque choix dans l'ombre construit l'avenir que tu verras en pleine lumière. Et si aujourd'hui tu décides de te corriger, si aujourd'hui tu décides de tenir bon même sans témoin, tu es un pas de plus vers être quelqu'un de réel, solide et libre. Personne n'a besoin de le savoir. Il suffit que tu ne l'oublies pas. 7. Le silence révèle ce que le bruit te cache. Le bruit est comme un brouillard lumineux. Il brille, distrait, séduit. Mais il cache aussi. Derrière chaque son constant, chaque message, chaque stimulus qui interrompt tes pensées, il y a quelque chose que tu n'as pas voulu voir. Et quand le bruit disparaît, quand tu te retrouves enfin dans une pièce où tu n'entends que ta respiration, le monde réel apparaît. Pas le monde extérieur, mais celui de l'intérieur. Celui qui attend depuis des années que tu le regardes. Le silence n'invente rien. Il te montre seulement ce qui a toujours été là et que toi, par confort ou par peur, as décidé d'ignorer. Nous vivons entourés de distractions, des musiques qui sonnent sans sens, des conversations qui comblent des vides, des écrans allumés du lever au coucher du soleil. Et l'ironie est que tout ce bruit semble être la liberté, mais en réalité, c'est une forme sophistiquée d'esclavage. Parce que quand tu es seul, et que tout se tait, beaucoup ne supportent pas 5 minutes sans chercher quoi écouter, quoi regarder, quoi répondre. Pas par ennui, mais parce qu'ils savent que si le silence s'étire, ils commencent à s'écouter. Et tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que cette voix intérieure a à dire. La solitude sans silence n'est pas une transformation, c'est une évasion. Il ne suffit pas d'être sans compagnie. Il faut apprendre à être sans distraction. Parce que c'est seulement dans cet espace pur, où il n'y a pas de bruit pour te défendre, que les pensées qui révèlent le fond de ton histoire apparaissent. Cette insécurité que tu n'as pas encore résolue, ce schéma que tu continues à répéter, cette blessure que tu pensais fermer, et bien sûr que ça dérange. Bien sûr que ça dérange. Le silence n'est pas confortable. Il est direct. Il ne te crie pas, mais il ne te ment pas non plus. La philosophie stoïcienne parlait de la retraite comme d'une forme de nettoyage mental. Pas pour devenir un ermite, mais pour cesser d'être esclave du bruit extérieur. Marc Aurèle écrivait qu'il n'est pas nécessaire de fuir à la campagne ou dans la nature pour trouver la paix. Il suffit d'entrer en soi-même. Mais cette entrée ne se fait pas avec de la musique en fond sonore, ni avec des conversations forcées, ni avec 1000 stimuli ouverts en même temps. Elle se fait dans le silence, dans ce moment où tout le reste se ferme et il ne reste que ta conscience qui regarde en face ce que tu ressens vraiment. Le silence, si tu sais l'utiliser, devient un filtre. Tu cesses d'accepter ce que tu tolérais auparavant. Tu découvres que beaucoup de tes réponses étaient automatiques, que tes opinions étaient héritées, que tes désirs n'étaient même pas les tiens. Parce que quand tout se tait, tu cesses de réagir et tu commences à observer. Et cette observation change tout. Tu te rends compte que tu n'es pas triste, tu es épuisé, que tu n'es pas en colère, tu es frustré, que tu n'es pas perdu, tu n'as simplement jamais pris le temps de t'arrêter. Et cela ne s'apprend pas en lisant, cela s'apprend en se taisant. La véritable transformation commence lorsque tu apprends à ne pas fuir le silence, quand tu cesses d'avoir besoin de musique pour marcher, de notifications pour te sentir vivant, de bruit pour t'échapper de toi-même. Ce n'est pas que le bruit soit mauvais, c'est qu'il ne peut pas être constant, il ne peut pas être ton refuge, parce que si tu ne le lâches jamais, tu ne découvriras jamais ce qui se cache derrière, et ce derrière est souvent inconfortable, mais il est aussi libérateur. Alors reste dans le silence, même si au début il semble vide, même si tu as peur de ce qui va apparaître, même si tu ne comprends pas ce que tu ressens, reste, parce que derrière ce malaise, il y a des réponses. Il y a de la clarté, et il y a une version de toi qui ne pourra jamais se réveiller tant que tu resteras anesthésié par le bruit. Le silence, si tu le vis avec fermeté, ne t'éteint pas, il te révèle. Et dans un monde où tout le monde le fuit, celui qui ose l'écouter commence déjà à être différent. 8. Tu n'es pas seul, tu es en formation.
Vivre seul n'est pas une punition, c'est une forge. Tu n'es pas perdu, tu es en train d'être façonné. Ce qui semble maintenant vide, confusion ou isolement est en réalité l'étape la plus honnête de tout processus de transformation. Comme l'acier avant de devenir une épée, comme la graine avant de percer la terre, tu traverses un processus que beaucoup ne comprendront pas de l'extérieur, car la croissance silencieuse est invisible à l'œil pressé. Mais tu la sens. Tu sens comment quelque chose en toi se durcit, non pas de froideur mais de solidité. Et cela, bien que cela fasse mal, est une évolution. La société t'a appris à craindre d'être seul. Elle t'a vendu l'idée que tu as besoin d'une compagnie constante pour te sentir complet, que la valeur se mesure en connexion et le bonheur en validation. Mais personne ne t'a appris à te regarder en solitude et à reconnaître le pouvoir qui y réside. Car celui qui apprend à se soutenir sans mains extérieures, celui qui cesse de demander l'approbation et commence à marcher de ses propres pas, celui-là ne revient pas de la même manière. Il ne revient pas vide, il revient éveillé. Tu n'es pas seul, tu es en train de nettoyer. Tu filtres ton environnement, tes relations, tes habitudes, tes pensées. Tu détoxifies ton esprit de tout ce qui l'affaiblissait. Tu reconfigures ta capacité à choisir à partir de la clarté, non de la peur. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la sélection. Tu apprends à être suffisant sans dépendre des regards, à être en silence sans te sentir perdu, à agir sans attendre que quelqu'un te dise si tu as bien ou mal fait. Et cela, même si le monde ne l'applaudit pas, est une des formes les plus pures de liberté. Ce moment de solitude n'est pas la fin du chemin, c'est le début de ta reconstruction. C'est la pause nécessaire avant le saut. C'est l'espace dont l'âme a besoin pour lâcher tout ce qui est faux et se rappeler l'essentiel. Tu es dans un processus qui n'est pas toujours visible, mais que tu ressens à chaque décision que tu prends, à chaque émotion que tu traverses sans anesthésie, à chaque acte quotidien que tu fais maintenant pour toi et non pour quelqu'un d'autre. C'est là que se produit le véritable changement. Pas dans les discours, pas dans les plans futurs, dans ce que tu choisis aujourd'hui, dans ce que tu soutiens en silence, dans ce que tu décides de laisser derrière toi sans faire de bruit. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas brisé, tu es en train de construire une base. Tu n'es pas isolé, tu es en train de te reconnecter avec toi-même. Et tu ne perds pas ton temps, tu es en train d'affiner l'instrument qui jouera avec force lorsque le moment sera venu. Cette étape est difficile, oui. Il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de témoins. Mais c'est pour cela qu'elle est sacrée. Parce que tout ce que tu accompliras maintenant, tout ce que tu conquéras dans cette solitude sera à toi pour toujours. Personne ne pourra te l'enlever. Personne ne pourra le feindre. Tu n'es pas seul. Tu es en formation. Tu écris une nouvelle version de toi-même chaque jour où tu choisis de ne pas abandonner. Chaque silence que tu habites sans fuir, chaque limite que tu imposes, chaque pensée que tu transformes. Tu apprends à être avec toi. Tu ne te fatigues pas à cause de trop d'efforts. Tu te fatigues à cause de ce que tu supportes et que tu ne devrais pas. À cause de conversations vides de sens. À cause de rester là où tu ne te sens plus à ta place, à cause de continuer à donner de l'énergie à ce qui te vide. La plupart des gens ne sont pas brisés, ils sont épuisés. Et cela, bien que cela ne saigne pas, tue aussi. Être gentil ne signifie pas laisser tout le monde toucher ton âme. Être empathique ne signifie pas absorber le poison émotionnel des autres. Et aimer ne signifie pas rester dans un endroit où tu dois cesser d'être toi-même pour être accepté. Protéger ton énergie n'est pas une mode spirituelle, c'est une urgence. Parce que chaque fois que tu choisis de ne rien dire pour ne pas déranger, chaque fois que tu fais semblant que ce qui te blesse ne t'affecte pas, tu te trahis. Et cette trahison ne crie pas, elle s'accumule. Elle devient de l'anxiété, de l'apathie, du vide, jusqu'au jour où tu te regardes dans le miroir et tu ne sais pas à quel moment tu as cessé d'être toi. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui attendent encore que les autres changent. Elle est pour ceux qui sont prêts à clore des cycles, à couper des cordes et à avancer léger.
Ici, tu vas apprendre à dire non sans culpabilité, à te taire quand parler ne sert plus à rien, à lâcher prise sans regarder en arrière, et à protéger ta paix comme si c'était ta seule patrie. Parce que c'est le cas, ta paix est ton territoire. Et si tu ne la protèges pas, personne ne le fera. Reste. Ces 8 leçons ne sont pas des conseils, ce sont des frontières. Et une fois que tu les as érigées, personne ne te franchira de la même manière. 1. Pose des limites avec fermeté, pas avec culpabilité. Un corps sans peau serait exposé à tout, à la pluie, au vent, aux blessures les plus petites. Chaque frôlement ferait mal comme une brûlure. C'est ainsi que l'on vit sans limite. C'est marcher dans le monde, sans une barrière pour te protéger de l'abus, de la manipulation, de l'épuisement émotionnel. Et il ne s'agit pas de faiblesse, il s'agit de laisser ton intégrité à découvert, espérant que le monde ait la délicatesse de ne pas t'écraser. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Les gens ne s'arrêtent pas là où ils ne voient pas une ligne claire. Si tu ne fixes pas la limite, ils n'hésiteront pas à la franchir. Le problème est qu'on t'a appris à craindre de déranger. On t'a répété que poser des limites, c'est être égoïste, que dire non te rend froid, que te retirer est une forme d'abandon. Mais on ne t'a jamais parlé du coût de ne pas le faire. On ne t'a jamais dit que chaque fois que tu acceptes ce que tu ne veux pas, ton énergie s'épuise. Que chaque fois que tu te tais pour ne pas briser la paix, cette même paix se brise en toi. Que chaque fois que tu cèdes par peur de perdre, tu te perds toi-même. Poser des limites n'est pas une attaque, c'est une déclaration de dignité. C'est rendre clair ce que tu permets et ce que tu ne permets pas, ce que tu acceptes et ce que tu ne toléreras plus jamais. Tu n'as pas à justifier ta décision, tu n'as pas à donner d'explications détaillées, tu n'as pas à demander la permission pour te protéger. Il suffit que tu comprennes que ce qui n'est pas dit clairement se répète avec souffrance. Et si tu ne mets pas fin aujourd'hui à ce qui t'épuise, demain ce sera un fardeau plus lourd. Parce que ce que tu permets une fois devient une attente. Et ce que tu n'affrontes pas te soumet. Quand tu poseras une limite, ils le remarqueront. Certains s'éloigneront, d'autres seront contrariés. Et c'est là que la culpabilité apparaît. Cette voix intérieure qui te dit que peut-être tu as été trop dur, que peut-être tu as exagéré, que la bonne chose à faire était de céder un peu plus. Mais cette culpabilité n'est pas la tienne. C'est le résidu émotionnel de années de complaisance. C'est la réaction d'un esprit entraîné à plaire. Ne l'écoute pas. La culpabilité n'est que la résistance naturelle au changement lorsque tu cesses d'être une victime pour devenir le gardien de ton énergie. Tu n'as pas besoin d'être agressif pour être ferme. La fermeté ne crie pas, ne menace pas, n'humilie pas. La fermeté est silencieuse, mais percutante. On la ressent dans ton ton, dans ton regard, dans ta présence. C'est cette assurance qui dit « Je ne suis plus disponible pour tout le monde. Je ne vais plus dire oui alors qu'à l'intérieur, je m'éteins. Je ne vais plus expliquer ma valeur à celui qui n'a jamais eu l'intention de la comprendre. » Le stoïcisme ne te demande pas de t'enfermer dans une bulle, mais d'apprendre à identifier ce qui te soustrait. Il t'apprend à reconnaître que prendre soin de ta paix n'est pas un acte d'arrogance, mais de sagesse. Que poser des limites ne te rend pas insensible, cela te rend libre. Parce que quand tu sais jusqu'où va ton énergie, tu sais aussi à qui tu ne dois plus donner accès. Alors la prochaine fois que quelqu'un te demandera plus que tu ne peux donner, souviens-toi de ceci. Dire non est aussi un acte d'amour, mais cette fois envers toi. Et ça, personne d'autre ne le fera pour toi. 2. Retire-toi à temps de ce qui ne vibre plus avec toi. S'accrocher à ce qui ne vibre plus avec toi est comme essayer d'allumer un feu avec des cendres. Peu importe combien tu souffles, combien tu insistes ou combien tu attends. Ce qui était autrefois du feu n'a plus de vie. Et plus tu t'efforces de le raviver, plus tu te rempliras de fumée et de frustration. Le problème est que nous avons du mal à accepter quand quelque chose est terminé. On nous a appris à résister, à rester, à insister même quand notre âme nous crie qu'il est temps de partir. Mais rester par habitude, c'est te trahir.
Parfois, le plus courageux n'est pas de se battre jusqu'à la fin, mais de savoir quand faire un pas en arrière, non pas par peur, mais par respect pour soi-même. Tout ce qui t'a fait du bien un jour n'a pas à t'accompagner pour toujours. La vie change, tu changes, et ce qui te faisait vibrer hier peut aujourd'hui drainer le peu d'énergie qu'il te reste. Il y a des lieux, des personnes et des situations qui cessent de résonner avec toi, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'appartiennent plus à ton processus actuel. Mais quand tu t'accroches, tu restes coincé sur une fréquence qui n'est plus la tienne. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que tu sais que quelque chose s'est brisé, mais tu refuses de l'accepter. Alors tu fais semblant, tu tolères, tu forces. Mais la déconnexion interne ne peut pas être cachée longtemps. Le stoïcisme t'apprend que lâcher prise n'est pas échouer, que se retirer n'est pas abandonner, qu'il y a des batailles qui ne sont gagnées que lorsque tu décides de ne pas te battre, car continuer à investir du temps et de l'énergie dans ce qui ne vibre plus avec toi est comme marcher avec les pieds attachés à des blocs de béton. Tu avances lentement, tu es fatigué, et tu ne sais même pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'un jour, tu t'arrêtes et tu comprends que ce qui te pèse n'est pas la vie, mais ce que tu refuses de lâcher. Se retirer à temps est une preuve d'intelligence émotionnelle. C'est avoir le courage d'admettre que quelque chose a accompli son cycle, que tu n'as pas besoin de porter tout ce qui a été important un jour. Parce que ce qui compte vraiment ne te demande pas de te trahir pour rester. Ce qui est réel n'exige pas que tu éteignes ta lumière pour que ton environnement ne soit pas dérangé. La peur de lâcher prise vient de l'idée erronée que tu vas te retrouver seul, que tu ne trouveras jamais rien de semblable, que l'abandon est un signe de faiblesse. Mais ce n'est pas abandonner, c'est se purifier, c'est faire de la place, c'est arrêter de porter ce qui ne nourrit plus ton essence, c'est dire « jusqu'ici ». Parce que je me dois du respect, parce que mon énergie ne se sent plus vivante ici, parce que mon intuition ne me soutient plus en cet endroit. Quand tu apprends à te retirer à temps, quelque chose en toi se libère. Tu retrouves de la clarté. Tu commences à t'écouter à nouveau. Ton corps cesse de se tendre. Tes pensées cessent de se battre entre ce que tu désires et ce que tu supportes. Et alors, tu découvres que tu n'as jamais été en train de perdre. Tu apprenais simplement à ne pas te donner à moitié. Tous les chemins ne sont pas pour toujours. Et toutes les personnes ne sont pas faites pour t'accompagner dans toutes tes versions. Le véritable amour de soi se démontre au moment exact où tu décides de ne pas rester là où tu n'es plus toi. Alors, regarde bien. Si ça ne vibre plus, n'insiste pas. Si ça ne brûle plus, ne te brûle pas. Si ça n'ajoute plus, lâche prise. Parce que chaque fois que tu choisis de partir à temps, tu restes avec toi. Et ça, sans aucun doute, est la plus grande loyauté que tu peux avoir. 3. Choisis le silence comme une réponse puissante. Parfois, le silence n'est pas une absence, c'est une protection. Comme un guerrier qui ne dégaine pas son épée, non pas par peur, mais parce qu'il sait que tout ne mérite pas une bataille. Il y a des mots qui ne font qu'alimenter les conflits, des réponses qui vous embrouillent plus qu'elles n'éclaircissent, des dialogues qui ne cherchent pas à comprendre, mais à dominer. Et lorsque vous répondez par réaction, vous entrez dans un jeu où vous perdez toujours quelque chose, votre énergie, votre calme, votre équilibre. Il ne s'agit pas de garder le silence par faiblesse, il s'agit de savoir quand votre voix n'a plus besoin de se défendre. Parce que parfois, le bruit d'autrui ne mérite pas votre réponse, non pas parce que vous n'avez pas raison, mais parce que votre paix vaut plus que d'avoir le dernier mot. Il y a des moments où le silence est le langage le plus sage que vous pouvez utiliser. Un langage qui ne cherche pas à convaincre, mais à préserver. Dans une société où l'on récompense celui qui crie le plus fort, celui qui répond vite, celui qui s'impose avec des mots, garder le silence semble démodé. Mais c'est là que se trouve le piège. On vous pousse à réagir, à vous défendre de tout, à justifier chaque pas que vous faites. Et dans cette hâte d'expliquer, de clarifier, de prouver que vous avez raison, vous vous épuisez. Vous perdez de l'énergie dans des discussions qui ne changent rien. Vous nourrissez des égos étrangers. Vous sacrifiez votre tranquillité pour un argument qui, au fond, n'allait jamais être écouté.
Le stoïcisme enseigne à choisir le silence comme une décision consciente, non comme une évasion. Marc Aurèle a écrit que lorsque quelqu'un vous attaque, vous pouvez choisir de ne pas laisser ses paroles vous entraîner. Vous n'avez pas besoin de participer à tout. Tout ne mérite pas votre présence, votre émotion, votre énergie. Parfois, se retirer en silence est l'acte le plus puissant que vous pouvez offrir. Le silence n'est pas toujours confortable. Il y a des gens qui se sentent obligés de remplir chaque espace avec des explications, des excuses, des phrases qui cherchent l'approbation. Mais cette impulsion est de la peur déguisée, peur d'être mal interprété, de ne pas être compris, de paraître indifférent. Cependant, en pratique, plus vous vous taisez face à ce qui ne mérite pas votre réponse, plus vous reprenez le contrôle sur vous-même. Parce que dans le silence se trouve l'observation, la stratégie, la force qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Choisir le silence, c'est aussi choisir de ne pas escalader. C'est se rendre compte que certaines provocations n'existent que pour vous voler votre calme, que certains commentaires sont conçus pour vous blesser, pas pour construire, qu'il y a des gens qui cherchent la guerre, pas le dialogue. Et c'est là que le silence devient votre bouclier. Parce que lorsque vous ne répondez pas, vous brisez la chaîne, vous rompez le cycle, vous protégez votre énergie. Il y a ceux qui verront votre silence comme une défaite, comme si céder la parole était perdre du pouvoir. Mais c'est leur problème, pas le vôtre, parce que celui qui a la clarté n'a pas besoin de bruit. Et celui qui a la paix n'a pas besoin d'expliquer constamment pourquoi il ne se laisse pas emporter par la tempête. Le silence bien choisi n'est pas vide, c'est une déclaration de force intérieure. C'est la façon la plus propre de dire « cela ne me touche pas, cela ne me définit pas, cela ne mérite pas ma voix ». Et lorsque vous maîtrisez cela, vous devenez dangereux pour ceux qui ne savent manipuler qu'avec du bruit. Alors la prochaine fois que quelqu'un voudra vous entraîner dans son chaos, souvenez-vous. Le silence ne vous rend pas moins, il vous rend libre. N'expliquez pas ce que vous savez déjà, qui ne sera pas compris. Ne discutez pas ce qui ne cherche pas d'accord. Ne répondez pas à ce qui n'est pas à votre hauteur. Taisez-vous, observez, restez ferme. Parce que celui qui sait qui il est n'a pas besoin de le dire tout le temps. Son silence le rend clair. Mot 4. N'absorbe pas le chaos émotionnel des autres. Une maison sans mur n'a pas de défense. Tout entre, le vent, la pluie, le froid, les cris de la rue, les déchets que le monde traîne. C'est ainsi que l'on vit lorsque l'on ne pose pas de limites émotionnelles. Tout ce qui est à l'extérieur se faufile à l'intérieur. Les plaintes des autres, les traumatismes non résolus des autres, leurs peurs, leurs frustrations. Et le pire, c'est que souvent, tu le fais sans t'en rendre compte. Tu penses que tu aides, mais ce que tu fais, c'est permettre au chaos de l'autre d'avoir les clés de ta stabilité. Il y a des gens qui ne cherchent pas à se soulager, ils cherchent à se décharger. Des gens qui ne veulent pas guérir, ils ont juste besoin de quelqu'un pour supporter leur poids pendant qu'ils continuent à s'enfoncer. Et si tu n'es pas vigilant, si tu ne sais pas distinguer ce qui est à toi de ce qui est à autrui, tu vas être cette maison ouverte où n'importe qui entre pour déposer ses déchets émotionnels, sans préavis, sans permission. Et toi, sans t'en rendre compte, tu deviens le récepteur de toute cette énergie qui ne t'appartient pas. Le stoïcisme t'offre une leçon claire. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres ressentent, mais tu peux décider si cela entre ou non dans ton esprit. Tu n'es pas obligé d'absorber la mauvaise journée de personne, ni de vivre entraîné par les états émotionnels de ceux qui ne savent pas se gérer. Tu peux être présent sans être une éponge. Tu peux écouter sans absorber. Tu peux comprendre sans être brisé de l'intérieur. Les gens confondent empathie et sacrifice. Ils pensent que pour être bon, il faut tout supporter, que aimer, c'est accepter le déséquilibre de l'autre comme s'il faisait partie du contrat. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. Ce n'est pas de la compréhension, c'est de l'abandon de soi. Si chaque fois que quelqu'un va mal, tu te décomposes aussi, alors tu n'aides pas, tu t'annules. Il y a des gens qui viennent à toi briser, et c'est bien, nous le sommes tous à un certain niveau. Le problème est que ces personnes ne veulent pas se reconstruire, elles veulent juste distribuer leurs fragments pour ne pas se sentir seules dans leur douleur.
Et tu les colles un par un pensant que cela répare quelque chose. Mais cela ne répare rien. Tu te fragmentes, toi aussi. Apprendre à ne pas absorber nécessite du courage. Parce que parfois cela signifie se taire quand tu sais que l'autre cherche seulement un conflit. Ou partir quand tu vois que l'énergie de l'environnement te retourne l'estomac. Ou dire à quelqu'un « Je comprends ce que tu ressens, mais je ne vais pas laisser cela définir ma journée. » Et oui, ils vont penser que tu es froid, que tu n'as pas de cœur. Mais c'est parce qu'ils sont habitués à ce que les autres se brisent avec eux. Quand tu restes ferme, quand tu protèges ton centre, tu brises ce schéma. Ne deviens pas le conteneur de la douleur que les autres ne veulent pas regarder. Ne permets pas que le chaos de quelqu'un d'autre soit la raison pour laquelle tu perds ta paix. Ce n'est pas de la maturité, c'est de la négligence émotionnelle. Parce que ce qui entre sans filtre ne t'affecte pas seulement un moment, il s'installe. Et quand il s'installe, il commence à définir comment tu penses, comment tu réponds, comment tu vis. Mets des limites à ton énergie. Quand tu sens que quelque chose te contamine, éloigne-toi. Quand une conversation ne tourne qu'autour du drame et de la plainte, coupe. Quand quelqu'un n'apparaît que pour te laisser épuiser, reconnais le schéma. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton espace intérieur. Tout le monde ne peut pas toucher ta tranquillité sans conséquence. Tu n'es pas ici pour porter le poids du monde entier. Tu es ici pour construire ton propre équilibre. Et à partir de là, oui, tu peux être une lumière. Mais si tu t'éteins en soutenant les autres, alors personne ne gagne. Toi moins encore. 5. Sois toi-même, même si cela dérange les autres. Être authentique dans un monde qui exige des masques est comme marcher pieds nus sur du verre. Ça fait mal, mais ça te rappelle que tu es toujours en vie. Parce qu'être vraiment soi-même, sans filtre, sans fioriture, sans s'adapter à ce que les autres attendent, ne sera pas toujours bien accueilli. En fait, il sera souvent critiqué, remis en question, mal interprété. Mais prétendre être ce que tu n'es pas, juste pour t'intégrer, finit par te coûter plus cher. Et pas seulement à l'extérieur. À l'intérieur aussi ça te coûte. Tu perds de l'énergie à essayer de maintenir une version de toi qui ne te représente pas. Et ça épuise. Depuis tout petit, on nous apprend à ne pas déranger, à nous intégrer, à taire ce que nous pensons si cela peut déranger, à adoucir ce que nous ressentons pour ne pas être pointé du doigt. Et sans t'en rendre compte, tu commences à te réduire. Tu deviens de plus en plus petit, plus correct, plus facile à digérer pour les autres, jusqu'à ce qu'un jour, tu ne saches plus si ce que tu montres est qui tu es, ou simplement une version approuvée par ton environnement. Et c'est là que tu perds tout, parce que rien ne vaut plus que de vivre en cohérence avec toi-même. Le stoïcisme t'apprend à agir à partir de la vertu, pas de l'approbation. Sénèque disait que vivre selon la nature, c'est vivre selon ton essence. Et ton essence n'a pas besoin de permission. Elle n'a pas besoin d'être validée pour exister. Elle a juste besoin d'espace. Mais cet espace, on ne te le donnera pas. Tu dois le prendre. Et quand tu le feras, plus d'un se sentira dérangé. Parce qu'être toi-même est un acte de liberté. Et la liberté des autres dérange ceux qui sont prisonniers de ce que les autres pensent. Il y aura des gens qui préféreront la version soumise de toi. Celle qui ne disait pas ce qu'elle pensait, celle qui cédait toujours, celle qui ne remettait rien en question. Et quand tu commenceras à te montrer réel, direct, ferme, ils se sentiront mal à l'aise. Non pas parce que tu es injuste, mais parce qu'ils ne peuvent plus te contrôler. Parce que tu as cessé de jouer le rôle qui leur convenait. Et ce malaise n'est pas de ta responsabilité. C'est le prix de ton authenticité. Un prix qui vaut chaque centime. Sois toi-même, même si cela implique de perdre des espaces, des personnes ou des environnements. Parce que si tu dois te sacrifier pour être accepté, ce n'est pas de l'acceptation, c'est de la soumission déguisée. Ta voix a du poids, ta vision a de la valeur, ta façon de ressentir le monde a le droit d'exister. Et celui qui ne peut pas vivre avec ça, choisit de s'éloigner de la vérité, pas de toi. Ne cherche pas à adoucir ton intensité, ta façon de penser, ton énergie, juste pour être moins problématique. Parce qu'à la fin, si tu te moules trop, ce qui reste n'est pas toi, c'est une copie.
Et les copies ne vibrent pas, n'inspirent pas, ne restent pas. Elles s'usent juste en essayant de plaire à tout le monde. Être authentique signifie aussi accepter que tu ne vas pas plaire à tout le monde. Et c'est bien. Tu n'es pas ici pour répondre aux attentes des autres. Tu es ici pour vivre à partir de ton centre, avec fermeté, clarté, respect pour ce que tu es. Tu n'as pas à t'expliquer, à te justifier, à adoucir ta vérité pour qu'elle soit plus confortable à entendre. Quand tu seras vraiment toi, tu attireras ce qui te correspond. Des relations plus honnêtes, des décisions plus claires, un chemin plus léger. Parce que tu ne joueras plus, tu ne demanderas plus la permission d'exister. Tu vivras à partir de ta vérité. Et ça, même si ça dérange, c'est ce qui libère le plus. Alors, ne te réduis pas, ne t'édite pas, ne te cache pas. Parce que plus tu es fidèle à toi-même, plus ton énergie devient forte. Et cette énergie, même si elle dérange certains, éclaire ceux qui cherchent aussi la valeur d'être eux-mêmes. Et c'est ça, le véritable impact. Non pas plaire, mais éveiller. 6. La distance est aussi une forme d'amour-propre. Un corps empoisonné ne se guérit pas en buvant plus de poison. Il se guérit en s'éloignant de la source. Il en va de même avec les personnes, les environnements, les dynamiques qui vous intoxiquent de l'intérieur, même si elles ne laissent pas de marque visible. Le problème est que parfois, le poison se déguise en affection, en habitude, en promesses vides ou même en famille. Et vous restez là, sachant que quelque chose vous ronge, mais sans bouger, comme si s'éloigner était une trahison. Alors qu'en réalité, s'éloigner est la façon la plus claire de vous sauver. Il y a des liens qui ne tiennent que parce que vous êtes toujours là. Non pas par amour, mais par peur. Peur de ce qui se passera si vous faites un pas en arrière. Peur qu'on vous traite de froid, distant, insensible. Mais personne qui valorise votre bien-être ne vous demandera de rester là où vous vous perdez. La distance ne brise pas ce qui est réel, elle ne fait que fissurer ce qui était déjà fissuré et que vous, par loyauté mal comprise, refusiez de lâcher. Le stoïcisme enseigne que vous n'avez pas de contrôle sur les émotions des autres, mais que vous avez le contrôle sur votre présence. Vous pouvez choisir de ne pas participer à une dynamique qui vous dérange. Vous pouvez vous retirer sans culpabilité des conversations qui finissent toujours de la même manière. Vous pouvez disparaître d'un espace où vous n'êtes plus respecté, non pas par orgueil, mais par santé. Parce qu'il y a des limites qui ne sont pas annoncées. Elles sont établies par le silence et l'absence. La distance n'est pas toujours physique. Parfois, il s'agit de cesser de justifier l'injustifiable, de cesser de réagir à celui qui cherche toujours à vous entraîner dans son drame, de cesser d'attendre tout de celui qui n'a plus rien à vous offrir. Et de le faire sans colère, sans cri, sans besoin d'expliquer quoi que ce soit. Simplement vous éloigner, comme celui qui comprend que pour guérir, il ne peut pas continuer à respirer de l'air contaminé. Mettre de la distance ne signifie pas haïr. Cela signifie comprendre que vous ne pouvez plus continuer à céder votre énergie à ce qui ne change pas, à ce qui n'écoute pas, à ce qui ne construit pas. Si quelque chose ou quelqu'un vous consomme la paix, vous perturbe l'équilibre ou vous sort constamment de votre centre, ce n'est pas l'amour qui vous y attache, c'est la dépendance. Et la dépendance ne se brise pas avec plus d'affection, elle se brise avec décision. Les gens confondent proximité et connexion. Mais être proche ne signifie pas toujours être bien. Il y a des silences qui vous accompagnent plus que 1000 mots. Il y a des absences qui vous embrassent plus qu'une présence vide. La distance vous permet d'observer sans le bruit de l'habitude, sans le poids émotionnel qui obscurcit votre jugement. Et dans cette clarté, vous découvrez souvent des vérités que vous refusiez auparavant de voir, que l'amour n'est pas suffisant, que le respect n'était pas là, que votre place dans cette histoire n'existe plus. La distance est un acte de responsabilité envers vous-même. C'est se regarder dans le miroir et dire « je ne peux pas rester ici sans payer un prix très élevé ». C'est comprendre que tout ne se règle pas en parlant, que parfois on ne peut régler les choses qu'en partant. Et si ça fait mal, c'est normal. La douleur fait aussi partie de la croissance. Mais ne confondez pas la douleur avec le recul. Parce que si s'éloigner est ce qui vous rend la paix, alors
c'est le bon pas. Personne d'autre ne protégera votre énergie pour vous. Personne d'autre ne prendra soin de votre stabilité comme vous devriez le faire. Si vous continuez à attendre que l'environnement s'adapte à votre calme, vous allez vous épuiser à attendre ce qui n'arrivera jamais. Prenez la distance dont vous avez besoin, autant de fois que nécessaire, non pas pour punir, pour vous rappeler qu'avant d'être là pour les autres, vous devez être là pour vous-même. C'est la distance qui ne sépare pas, c'est celle qui vous rend. 7. Avance sans demander la permission. Un arbre ne demande pas la permission de grandir, il ne demande pas à la forêt s'il peut étendre ses racines, ni ne consulte le vent pour savoir s'il est temps de fleurir. Il le fait simplement. Parce que sa nature est de s'étendre, d'avancer, d'occuper son espace. C'est ainsi que tu devrais te déplacer dans la vie, sans excuse pour vouloir plus, sans attendre que le monde applaudisse tes pas, sans demander la permission à ceux qui n'ont jamais marché dans tes chaussures. Depuis l'enfance, on nous apprend à demander l'approbation, que si tu vas prendre une décision, tu dois d'abord consulter, que si tu veux changer quelque chose, quelqu'un doit être d'accord. Et ainsi, tu grandis en croyant que chaque pas doit être validé par quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas nécessaire. Parce que celui qui vit en mesurant chaque mouvement selon la réaction des autres finit par s'arrêter. Paralysé par les opinions, par les jugements, par les peurs qui ne sont même pas les siennes. Avancer sans demander la permission ne signifie pas agir avec arrogance. Cela signifie agir avec conviction. Cela signifie que si tu sais où tu vas, tu n'as pas besoin d'expliquer ton chemin à celui qui n'a jamais compris ta destination. Cela signifie que tu peux respecter les autres sans trahir ce que tu sais être juste pour toi. Et oui, certains seront dérangés. Ils diront que tu as changé, que tu t'es éloigné, que tu n'es plus le même. Mais il ne s'agit pas de changer pour te perdre, il s'agit de grandir pour te retrouver. Le stoïcisme t'apprend à agir selon tes valeurs, pas selon l'acceptation des autres. Marc Aurèle disait que ce qui compte, c'est ce que tu fais, pas ce que les autres pensent de ce que tu fais. Parce que si tu bases tes décisions sur le plaisir des autres, tu n'auras jamais de clarté. Tu seras comme une feuille emportée par le vent des attentes, toujours soucieuse de ne pas déranger, de ne pas se démarquer, de ne pas gêner. La vérité est que progresser fait du bruit. Ton évolution va confronter ceux qui vivent dans la stagnation. Ta clarté va déranger ceux qui vivent dans la confusion. Ta liberté va heurter ceux qui vivent piégés par ce que les autres attendent d'eux. Et c'est bien, ce n'est pas ton travail d'adoucir ton chemin pour que les autres ne se sentent pas insécurisés. Ton travail est d'avancer avec fermeté, même si tes jambes tremblent, même si tu es seul, même si personne ne comprend. Attendre l'approbation est une forme subtile d'abandon. Parce que pendant que tu attends le feu vert des autres, le temps passe, les opportunités se refroidissent et la motivation s'effrite. Ce que tu ne fais pas pour toi, personne ne le fera. Et celui qui a besoin que tout le monde l'approuve avant de bouger, ne bouge jamais. Avancer, c'est aussi apprendre à dire « c'est mon chemin », même si tu ne le partages pas. C'est soutenir tes décisions quand les applaudissements cessent, quand les critiques arrivent, quand le silence des autres essaie de te faire douter. Et dans ces moments, ta plus grande force ne sera pas la certitude externe, ce sera la loyauté interne. Cette voix qui sait que même si tout le monde ne comprend pas, tu fais ce qui est juste pour toi. Tu n'as pas besoin de justifier ta croissance. Tu n'as pas besoin de demander la permission de guérir, de t'éloigner, de recommencer. Chaque pas que tu fais vers toi-même est valide, même si personne ne le célèbre. Parce que l'applaudissement le plus important n'est pas celui de l'extérieur, c'est celui de ta conscience tranquille. Alors marche, même s'ils ne te suivent pas, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils te critiquent, parce qu'avancer n'est pas un acte d'ego. C'est un acte de respect pour ce que tu es, pour ce que tu as vécu et pour ce que tu construis. Et celui qui te valorise vraiment n'a pas besoin que tu demandes la permission. Il a juste besoin de voir que tu es toi, sans peur, sans pause et sans abandon. 8. Fais de ta paix ta priorité absolue.
Ta paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. C'est comme l'oxygène. On ne le voit pas, il ne fait pas de bruit, mais sans lui, tu t'éteins. Tu tombes malade, tu te perds. Et pourtant, c'est la première chose que tu sacrifies. Tu la donnes pour éviter un conflit, pour maintenir une relation brisée, pour t'intégrer là où tu ne devrais pas. Tu l'échanges contre l'appartenance, l'acceptation, le silence plutôt que la vérité. Et puis tu te demandes pourquoi tu vis sur le fil du rasoir, pourquoi tout te pèse, pourquoi tu ne peux pas dormir même s'il n'y a pas de bruit dehors. La réponse est simple, parce que le bruit est à l'intérieur. Fais de ta paix ta priorité, même si cela implique de perdre certaines personnes, d'abandonner certains lieux, de terminer certaines histoires. Tout ce qui a fait partie de ta vie à un moment donné n'a pas besoin de continuer si le prix à payer est ton équilibre. Il y a des liens qui ne tiennent que si tu renonces à ta voix. Il y a des environnements qui ne fonctionnent que si tu avales l'inconfort. Il y a des jours qui commencent avec de l'anxiété parce que tu sais que tu vas devoir affronter la même chose que d'habitude. Ce n'est pas une vie, c'est de l'usure chronique. La paix ne se trouve pas, elle se construit, elle se défend. Elle se choisit. Elle n'apparaît pas un jour comme une récompense. Elle se cultive à chaque décision que tu prends. Elle est dans le silence que tu décides de garder quand tu sais que parler ne fait qu'alimenter le conflit. Elle est dans la limite que tu fixes sans peur, sans tremblement, sans justification. Elle est dans le moment où tu dis « ceci n'est plus pour moi » et tu pars sans regarder en arrière. Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans chaos, mais il te donne des outils pour que ce chaos ne te dévore pas. Il t'apprend à ne pas réagir à tout, à lâcher ce que tu ne peux pas contrôler, à agir avec un but plutôt que par impulsion. Et cette façon de vivre, plus claire, plus concentrée, plus libre, n'est rien d'autre que le chemin direct vers la paix intérieure. Quand tu fais de ta paix une priorité, tout change. Tes décisions ne naissent plus de la peur, mais de la conscience. Tes relations ne sont plus basées sur le besoin, mais sur l'affinité. Tes objectifs cessent d'être une course désespérée pour la validation et deviennent une extension naturelle de ce que tu es. Les gens qui ne comprennent pas cela penseront que tu es devenu distant, froid, égoïste. Mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin. C'est savoir que personne ne peut habiter ton esprit à ta place, que si ton monde intérieur est en guerre, le reste n'a pas d'importance. Ta paix est ton foyer, c'est ton temple, c'est ton centre. Et si tu ne la défends pas, tout ce qui est externe te traînera. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra te provoquer, quelqu'un qui voudra te déstabiliser, quelqu'un qui voudra t'imposer son rythme, mais tant que tu gardes ton calme, il ne gagne pas. Tant que tu réponds avec clarté, pas avec colère, tu conserves le pouvoir. Et tant que tu sais qui tu es, le bruit extérieur perd de sa force. Le véritable succès n'est pas d'avoir plus, c'est d'avoir besoin de moins pour te sentir bien. Et tu ne comprends cela que lorsque tu en as assez des guerres sans sens, des luttes internes qui ne mènent à rien. Quand enfin tu choisis la paix, non pas comme une échappatoire, mais comme un acte de maturité. Alors tout s'emboîte. Alors tu comprends que rien ne vaut plus que d'être bien avec toi-même. Ni l'amour, ni l'approbation, ni les applaudissements. Fais de ta paix ton bouclier, ta boussole et ton chemin. Parce que de là, tout ce que tu construis aura du sens. Et tout ce que tu lâches ne sera pas une perte, ce sera un retour à toi. Et ce sera toujours le meilleur endroit.